Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire, je me mets dans l'axe, webinaire de l'été. J'ai le plaisir de l'animer avec Alexandra, Bonjour. avec qui nous ferons donc un point d'étape sur l'actualité. Voilà, je vais enlever nos têtes. À tout à l'heure. L'actualité sera composée, enfin la présentation sera composée de l'actualité légale et réglementaire. On fera un point sur les dernières avancées ou non de l'activité partielle, notamment, principalement. Et puis, nous ferons le point aussi sur les actualités de branche avec l'accord salaire et l'accord ou le point sur l'accord sur les indemnités de rupture, principalement. Je laisse la parole sans plus tarder à Alexandra. Et merci. Bonjour à tous. Oui, donc effectivement, on va faire un point sur l'actualité légale. Alors, on a orienté effectivement la présentation par rapport à l'activité partielle. On va vous présenter aujourd'hui deux décrets. Le premier décret, c'est effectivement le décret du 26 juin. Donc, pour ceux qui avaient pu suivre effectivement le dernier webinaire sur la loi d'urgence, on vous avait effectivement parlé d'un projet de décret de sécurisation de l'activité partielle. Donc ça y est, ce décret est paru le 26 juin. Il est rentré en vigueur le 29 juin dernier et il apporte un certain nombre de précisions sur des points qui avaient été plus ou moins oubliés ou un peu erronés sur ce dispositif d'activité partielle. Alors, le premier point, la première sécurisation que l'on a, c'est par rapport à la consultation du CSE. Vous savez, effectivement, dans le dispositif d'activité partielle dérogatoire qui a été mis en place par le décret du 25 mars, vous avez effectivement une obligation, quand vous faites une demande d'autorisation d'activité partielle, de l'accompagner de l'avis préalable du CSE. Et en fait, le décret du 25 mars n'était pas très précis, puisqu'il indiquait uniquement que c'était un avis du CSE, sans indiquer si c'était pour les entreprises de plus ou de moins de 50. Donc, on avait tenu d'ailleurs le discours à l'époque qu'à défaut de précision, il valait mieux le faire pour toutes. Et le décret du 26 juin, avec un petit peu de retard, mais vient bien nous confirmer que ça ne concerne uniquement que les entreprises d'au moins 50 salariés. Deuxième point concernant le CSE, on avait effectivement une ambiguïté par rapport à la consultation. On sait que dans ce régime dérogatoire d'activité partielle mis en place par le 25 mars, on avait la possibilité de faire la demande d'activité partielle et de transmettre l'avis du CSE dans les 2 mois qui suivaient la demande. On avait un doute sur le fait que cette possibilité de transmettre a posteriori était maintenue. Et là, on a bien effectivement la confirmation que pour les motifs d'activité partielle, notamment circonstances de caractère exceptionnel, on pouvait toujours transmettre l'avis du CSE a posteriori. Donc voilà pour ce qu'on peut préciser vis-à-vis du CSE. Deuxième point de précision que nous apporte ce décret, c'est tout ce qui concerne l'activité partielle individualisée, où là, on a une précision sur le moment où on doit transmettre l'accord collectif ou l'avis du CSE à l'administration. Donc, je vous rappelle rapidement par rapport à ce dispositif, on a eu l'occasion effectivement d'en parler à plusieurs reprises. Donc, vous avez effectivement une ordonnance du 22 avril qui a permis aux entreprises, de manière dérogatoire par rapport au mécanisme d'activité partielle normale, de pouvoir placer les salariés en activité partielle de manière individualisée, c'est-à-dire qu'au sein d'un même service, on n'a pas forcément le même nombre, le même volume d'activité partielle, à condition effectivement d'avoir soit un accord d'entreprise ou à défaut l'avis favorable du CSE. Et nous manquait finalement le moment où on devait transmettre ces éléments à l'administration. Donc là, on a la réponse dans le décret. On doit transmettre l'avis ou l'accord lors du dépôt de la demande d'autorisation préalable. Si jamais, au moment où vous faites finalement cet accord, l'autorisation a déjà été délivrée, on nous dit qu'on a un délai de 30 jours suivant l'autorisation pour transmettre. Et surtout, grosse précision, puisque l'activité partielle individualisée est finalement arrivée un petit peu tard dans les textes par rapport à ce que les entreprises avaient pu faire. On a une précision qui est d'importance. Il nous dit que pour les employeurs qui ont déjà mis en place l'activité partielle individualisée, donc avant la publication du décret, vous avez les entreprises un délai de 30 jours après la publication du décret pour transmettre soit votre accord d'entreprise, soit votre avis conforme du CSE, donc une transmission au plus tard le 28 juillet 2020. Donc pour les entreprises qui font de l'activité partielle individualisée et qui n'auraient pas encore transmis l'accord ou l'avis ou pas encore conclu d'accord ou d'avis, vous avez jusqu'au 28 juillet pour régulariser.
Autre point, c'est tout ce qui est lié aux heures supplémentaires. Donc, vous savez qu'on a quand même eu un chambardement et il y a des modifications à ne plus finir sur ces heures supplémentaires. Désormais, on a effectivement des précisions sur le calcul des indemnités qui intégrer les heures supplémentaires structurelles indemnisables dans le montant de l'activité partielle. Donc, pour rappel, entre le 12 mars et au plus tard jusqu'au 31 décembre, certaines heures supplémentaires peuvent être indemnisables au titre de l'activité partielle. Donc, ce n'est pas toutes les heures supplémentaires, c'est celles qui sont soit issues de conventions individuelles de forfait, donc forfait à la semaine, forfait au mois ou à l'année, et également les heures supplémentaires qui sont issues de durées de travail qui sont prévues par accord de branche ou accord d'entreprise. Donc, on avait effectivement toujours un petit doute par rapport aux modalités de calcul. Alors, l'administration s'était positionnée, le ministère du Travail, dans sa FAQ sur l'activité partielle. Et en fait, cette modalité de calcul a été intégrée dans la loi. Donc, pour pouvoir effectivement calculer votre indemnité d'activité partielle, vous devez tenir compte dans votre salaire de référence de la rémunération des heures supplémentaires structurelles indemnisables. Donc, on intègre la rémunération, les majorations dans le salaire de référence, et ce salaire de référence doit ensuite être rapporté à la durée conventionnelle de travail ou à la durée de travail. Concrètement, ça voudrait dire que si j'ai une durée de travail conventionnel de 169 heures, je vais prendre mon salaire de référence, la rémunération pour 169 heures, et sur le site de l'ASP, quand je vais déclarer, puisqu'en fait sur le site de l'ASP, on ne peut déclarer qu'à hauteur de 151,67 jusqu'à présent, et ben, je vais diviser mes 169 heures par 151,67, ce qui va me donner un taux horaire plus important. Voilà pour ces heures supplémentaires. Et là également, comme ces précisions arrivent plus que tardivement par rapport au moment où les heures supplémentaires ont pu être introduites, on a effectivement dans ce décret une précision sur le traitement que l'administration va pouvoir faire des erreurs d'assiette de calcul que les entreprises ont pu faire. Là, c'est vraiment une réponse concrètement au fait que le ministère du Travail a répondu à ces questions ou a mis en place les modalités de calcul un petit peu au fil de l'eau, ce qui fait que les entreprises ont dû s'adapter un petit peu de mois en mois. Donc, pour répondre effectivement à ces imprécisions, le décret nous indique que pour les mois de mars et avril 2020, il y aura des tolérances. C'est-à-dire que s'il y a eu des erreurs sur la base de calcul de votre indemnité d'activité partielle, et notamment que vous auriez intégré dans votre indemnisation des heures supplémentaires qui normalement ne sont pas indemnisables, l'administration ne procédera pas à des régularisations. Donc, c'est uniquement sur mars et avril, ça ne vous couvre pas pour la période postérieure, et également ça ne vous couvrira pas s'il y a une fraude manifeste de l'entreprise. Également, ça ne concerne que les modalités de calcul du salaire de référence de l'indemnité, donc en gros les montants de rémunération que vous avez mis pour calculer votre salaire de référence, et ça ne va pas concerner les entreprises qui auraient pu verser des indemnités pour des heures supplémentaires indemnisables. Donc, si vous avez versé de l'activité partielle à hauteur de 169 heures et que vous avez versé, donc du coup, vous avez payé des heures supplémentaires au titre de l'activité partielle, là, on n'est pas dans le cas où effectivement on aura cette tolérance. Voilà pour ce décret de sécurisation. Deuxième décret, qui était largement attendu par les entreprises, c'est effectivement le décret du 29 juin qui vient enfin confirmer les taux d'activité partielle, d'indemnisation et d'allocation d'activité partielle qui seront applicables du 1er juin au 30 septembre. Donc jusqu'à présent, on avait une indemnité d'activité partielle, donc la somme qui est versée aux salariés à hauteur de 70% de la rémunération brute, et l'allocation d'activité partielle, donc ce qui est perçu par les entreprises et qui est versé par l'État, était également fixé à 70% de cette rémunération brute, ce qui fait qu'on avait un maintien de 100%. À partir du 1er juin et jusqu'au 30 septembre, le taux de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60% de la rémunération. Donc là, on a une diminution de ce que l'État va verser aux entreprises. Par contre, l'indemnité d'activité partielle qui va être versée aux salariés, elle reste fixée à 70% de la rémunération antérieure brute. On a toujours la limite de rémunération de 4,5 SMIC. Ça, il n'y a pas de difficulté. Et effectivement, par contre, on va avoir la question du plancher
du taux horaire plancher de 8,03. Donc on sait que ce plancher de 8,03 va être maintenu pour l'indemnité, c'est-à-dire que les salariés ne pourront pas percevoir un taux horaire d'indemnité d'activité partielle inférieur à 8,03. Par contre, ce taux, est-ce qu'il sera également applicable à l'allocation d'activité partielle? Le décret ne le précise pas, en tout cas, et on a effectivement des sons de cloche un petit peu différents. Alors l'ASP indiquerait effectivement que pour elle, c'est pas modifié et ce plancher continue à s'appliquer. Par contre, on a des retours parfois de direct qui estiment que le décret ne le reprenant pas expressément, le plancher n'est plus applicable. Donc là, on doit attendre également une position du ministère du Travail lorsqu'il voudra bien mettre à jour sa FAQ. En tout état de cause, ce taux de 60% de la rémunération, il va s'appliquer pour toutes les demandes d'indemnisation qui sont adressées entre le 1er juin et le 30 septembre. Donc pour les heures chômées, entre le 1er juin et le 30 septembre. Vous avez également entendu parler, puisque ça a été largement commenté dans l'actualité, qu'il y avait des exceptions à l'application de ce 60% et qu'il y a effectivement un certain nombre de secteurs, notamment des secteurs qui ont été très impactés par la crise sanitaire, qui se voient maintenus à hauteur de 70%. On n'a pas pris la peine de vous mettre les tableaux qui listaient l'intégralité des secteurs, puisque de toute façon, le secteur de l'industrie et la plasturgie notamment n'est pas concerné par ce maintien à hauteur de 70%. Alors, en termes d'exemple, pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous, si on a effectivement un salarié qui a un taux horaire brut de 11,50, et bien effectivement, vous allez percevoir une allocation d'activité partielle à hauteur de 60% de 11,50 €, ce qui veut dire que ça fait 6,90 €. 6,90 €, c'est inférieur à ce montant plancher de 8,03 €. Et la question est de savoir si effectivement on aura une allocation qui sera à hauteur de 8,03 ou est-ce qu'on aura une allocation à hauteur de 6,90. Pour les taux horaires qui sont au-delà de ce plancher, il n'y a pas de question particulière. Si j'ai un taux horaire brut de 14 €, je vais percevoir 60% de mes 14 €, 8,40. Et puis après, vous avez effectivement le plafond de 4,5 SMIC. Donc si j'ai un taux horaire de 50 €, logiquement, je devrais percevoir 60% de 50 €, 30 €. Je suis au-delà de mon plafond de 27,41, donc je serai plafonné à hauteur de ce plafond. Voilà pour le régime que l'on va avoir effectivement jusqu'au 30 septembre. Et à l'avenir, donc là, tout ce que je vais vous présenter, c'est vraiment des projets, puisque aujourd'hui, que ce soit pour le régime de droit commun ou pour le fameux dispositif d'activité partielle, on n'a pas encore les textes officiels, on a des projets. Donc tout ce que je vais effectivement pouvoir vous indiquer jusqu'à présent, c'est sous réserve de l'apparition des textes et des éventuelles modifications qui pourront arriver. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une réunion à l'Élysée le 24 juin dernier et qu'effectivement, on a eu lors de cette réunion les principaux points, les principaux paramètres qui devront s'appliquer dans le futur. Alors pour ce qui est effectivement du régime de droit commun, l'activité partielle classique, je viens de vous dire ce qui va se passer du 1er juin au 30 septembre et on sait qu'au 1er octobre, on va avoir également une nouvelle modification. Alors on ne va pas revenir au régime de droit commun que l'on connaissait antérieurement au Covid. On va rester sur quelque chose qui sera encore un petit peu plus favorable, mais par contre qui sera moins favorable que ce qui s'applique actuellement. Donc on va y revenir tout de suite. Et par contre, il y aura un deuxième dispositif qui sera mobilisable, sur lequel on va également insister, qui est applicable normalement depuis le 1er juillet. Nous sommes aujourd'hui le 9 juillet et on n'a toujours pas le décret d'application. C'est le fameux dispositif ARM, ou activité partielle de longue durée, tout dépend comment on l'appelle, et qui sera pour le coup un dispositif financièrement un petit peu plus intéressant pour les entreprises, mais qui va demander des contreparties en termes d'engagement. Alors pour être un petit peu plus précis sur chacun de ces dispositifs, tout d'abord, on va faire le point sur l'activité partielle de droit commun, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après le 30 septembre, qu'est-ce qui est prévu à partir du 1er octobre. Donc là, c'est des tendances, on n'a absolument rien de très précis, mais c'est pour que vous puissiez avoir quand même un petit peu de visibilité. On devrait avoir une indemnité d'activité partielle qui va varier. Alors pour les salariés qui ont un salaire qui est équivalent au SMIC en termes de net, on va être sur une indemnité qui devrait être à 100%. Par contre, à partir du moment où les salaires commencent à évoluer, on va avoir effectivement une dégressivité en fait de l'indemnité d'activité partielle. Donc, si on est sur un salaire qui est d'un niveau de 1,3 SMIC, on devrait avoir un maintien de salaire, une indemnité d'activité partielle à hauteur de 72%.
Et puis, si on est sur des rémunérations bien plus importantes, on va jusqu'au plafond de 4,5 SMIC, on serait plafonné à une indemnité d'activité partielle de 60%. Vous voyez que c'est des tendances, hein. On n'a pas d'échelle ni de baromètre très concret, c'est plus une tendance qu'on vous dit. Pour l'allocation versée aux entreprises, ça représenterait 60%, quoi qu'il arrive, de l'indemnité versée aux salariés. Par contre, il y a des nouvelles contraintes qui seraient appliquées à partir du 1er octobre, c'est-à-dire que pour pouvoir prétendre à l'indemnité d'activité partielle et à l'allocation remboursée par l'État, il faudrait, pour tout ce qui est demande de renouvellement, que l'employeur prenne des engagements en matière de maintien de l'emploi pour la durée de l'activité partielle. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein, puisque traditionnellement, l'activité partielle, on va dire classique, hors Covid, prévoit déjà que quand on fait des demandes de renouvellement d'activité partielle, on doit prendre un certain nombre d'engagements. Et la nouveauté, ce serait effectivement que chaque salarié devrait avoir pris au moins 5 jours de congé, obligatoirement, avant de pouvoir être placé en activité partielle. Autre dispositif, qui est là le dispositif d'activité partielle de longue durée. Alors la loi qui a instauré ce dispositif l'appelle ARM. Désormais, ils se sont peut-être un peu rendus compte que c'était un petit peu violent, en tout cas en termes de communication. Donc désormais, on a plutôt l'appellation APLD, activité partielle de longue durée. Et ça, c'est un dispositif qui normalement doit entrer en vigueur au 1er juillet et pour lequel on attend encore le décret. Donc, il devrait pas tarder à arriver, on espère. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a changé de ministre du Travail. Donc, potentiellement, ça peut prendre encore quelques semaines. Donc là, je vais vous faire une présentation effectivement du projet de décret qui a quand même été présenté et dont on a pu prendre connaissance. Qu'est-ce que ce dispositif? L'objectif, effectivement, c'est de permettre d'aider les entreprises qui vont connaître effectivement une baisse d'activité à long terme. Donc la baisse d'activité à long terme, c'est 6 mois à 2 ans. Et l'objectif, c'est de vous permettre effectivement de conserver les emplois et les compétences de vos salariés et d'avoir finalement à éviter de partir sur des procédures de licenciement pour motif économique. Donc en cas de réduction durable d'activité, vous auriez la possibilité de diminuer l'horaire de travail. En contrepartie, bien évidemment, de cette diminution, vous devrez prendre des engagements, notamment en termes de maintien de l'emploi. Pour pouvoir mettre en place ce dispositif d'activité partielle de longue durée, il y a 2 options. Soit on part sur un accord d'entreprise, alors d'entreprise, d'établissement ou de groupe, on a toujours ces 3 niveaux de négociation, ou alors on part sur la base d'un accord collectif de branche qui serait étendu et qui serait mis en application en entreprise sur la base d'un document. Aujourd'hui, on ne va pas faire durer suspense, il n'y a pas de négociation de branche engagée sur ce sujet-là. Et on verra effectivement à la rentrée si effectivement ça peut être… Le sujet n'est pas… Le sujet n'est pas encore mis à l'ordre du jour. Voilà. Dans les 2 cas, que vous passiez par accord d'entreprise ou par accord de branche, quoi qu'il en soit, c'est un dispositif qui doit faire l'objet d'une homologation devant l'administration. Donc c'est obligatoirement un accord collectif et obligatoirement un passage devant l'administration. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le projet de décret, donc là je parle bien de projet, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, mais au moins ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y aura des clauses obligatoires dans le contenu de votre accord d'entreprise. Déjà un préambule, comme dans tout accord d'entreprise, mais un préambule qui devra contenir le diagnostic de la situation économique, les perspectives de l'activité de l'entreprise et un justificatif au dispositif, c'est-à-dire pourquoi l'entreprise doit effectivement recourir à ce dispositif. Ensuite, en termes de mention obligatoire, vous devrez indiquer dans votre accord quelles sont les activités et quels sont les salariés qui sont concernés par la mise en activité partielle. L'application, la date de début et puis la période de mise en œuvre, ça paraît logique. Vous devrez également fixer vos engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle. Là, on n'a pas encore effectivement d'éléments très concrets sur ce qu'on va vous demander formellement en termes d'engagement ou de formation. Donc, ça sera peut-être effectivement dans le décret. Et puis, vous avez également tout un tas de modalités d'information à mettre en place. Donc, on informe les organisations syndicales, le CSE, et en fonction de la durée de l'accord qui sera choisi, vous devrez avoir une information au moins trimestrielle. Dans ces mentions obligatoires, pour l'instant, le projet de décret ne fixe pas comme mention obligatoire le niveau de réduction de l'horaire appliqué. C'était pourtant quelque chose qui était prévu par la loi, donc ce sera très certainement réintégré dans le décret à paraître. Et ensuite, vous avez des mentions facultatives qui sont mobilisables, c'est-à-dire en face
de la baisse d'activité, on peut demander également des efforts aux dirigeants des salariés, aux mandataires sociaux. On peut effectivement demander aux salariés la mobilisation de congés payés, du CPF, etc. Et puis vous avez également possibilité de mettre en œuvre des moyens de suivi avec les organisations syndicales. Donc ça reste des mentions facultatives. Qu'est-ce qu'on peut vous informer d'autre? Alors sur la durée pendant laquelle on pourra mobiliser cet accord d'activité partielle longue durée, par principe c'est un accord de 6 mois qui est renouvelable dans la limite de 24 mois, donc 24 mois maximum. Ces 24 mois, ce n'est pas forcément 24 mois consécutifs ou non, ça peut être 24 mois au cours d'une période de 36 mois consécutifs. Donc, ce qui vous permet peut-être, ce qui pourrait permettre aux entreprises d'avoir un accord qui s'adapte plus facilement aux fluctuations de l'entreprise. Si jamais vous concluez un accord collectif qui est supérieur à 6 mois, vous allez avoir un suivi plus poussé, puisque votre versement de l'allocation, elle va être conditionnée à des transmissions de bilan à la directe, à l'administration. Et ce bilan devra traduire que vous respectez bien vos engagements, que vous avez bien un suivi avec votre CSE et de faire également le diagnostic un petit peu trimestriel de votre situation. Sur la réduction de l'horaire, ce qu'on sait, c'est que vous ne pourrez pas réduire à plus de 40% de la durée légale. Cette réduction, elle va être appréciée par salarié sur toute la durée de votre accord dans la limite de 24 mois. Donc, c'est 40%, on imagine finalement en moyenne sur la durée de l'application de l'accord, ce qui voudrait pouvoir dire qu'on pourrait avoir des semaines travaillées, des semaines pas travaillées et en moyenne un maintien à un maximum 40%. On pourra avoir un déplacement de ce plafond sur autorisation exceptionnelle de la directrice. Sur les engagements, ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas encore énormément d'informations sur le contenu. Par contre, on a quelques informations sur le périmètre des engagements. Donc, a priori, ce serait sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise, donc en fonction du niveau de négociation de l'accord, sauf si l'accord prévoit spécifiquement un champ d'application plus restreint. Les engagements seraient contrôlés par la directe, puisqu'on devrait, comme je vous disais, transmettre au moins tous les 6 mois un bilan sur ce respect des engagements. Et quoi qu'il en soit, avant toute demande de renouvellement de l'allocation d'activité partielle, là encore, il devrait y avoir un contrôle de la directe. Si jamais on ne respecte pas ces engagements, quel est le risque? Clairement, un remboursement de toutes les allocations d'activité partielle qui ont déjà pu être perçues par l'entreprise et également une suspension pour l'avenir des allocations d'activité partielle par la directe. En termes d'indemnisation, en quoi finalement c'est plus intéressant de passer par ce type d'accord? Pour les salariés, il n'y aurait pas de diminution de l'indemnité par rapport à ce qu'ils connaissent aujourd'hui. On resterait toujours à 70% de la rémunération horaire brute, avec toujours donc, le plafond que l'on connaît de 4,5 SMIC et le maintien du plancher de 8,03 qui reste à confirmer. Pour l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va percevoir en remboursement de l'État? Alors là, on a deux dates a priori. Si vous concluez et que vous transmettez l'accord avant le 1er octobre prochain, vous seriez sur une allocation d'activité partielle maintenue à 60% de la rémunération horaire brute. Par contre, si vous transmettez l'accord à compter du 1er octobre 2020, l'allocation baisserait à 56% de la rémunération horaire brute. Alors aujourd'hui, on peut se dire quel est l'intérêt, puisque de toute façon, on est déjà dans le modèle d'activité sur des allocations à 60%. Tout l'intérêt, c'est que ces 60%, ils seraient maintenus pendant toute la durée de votre accord et pas uniquement jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc là, c'est effectivement un accord qui permet d'avoir une vision à plus long terme. Voilà. Merci. Et je vais reprendre la parole pour terminer cette partie sur l'actualité légale et réglementaire sur ce chapitre pour vous signaler qu'un protocole de déconfinement a été mis à jour et diffusé dernièrement. C'est la 3e étape du déconfinement qui est marquée par un assouplissement des règles applicables à suivre en entreprise. Alors c'est toujours en lien, en concertation avec vos IRP et les organisations syndicales. Ce protocole a 3 axes. Le premier, sur le respect des gestes barrières et la distanciation physique. Aujourd'hui, le respect de la distance d'1 mètre entre les personnes devient la norme et la référence aux 4 mètres carrés
n'est plus la norme, la référence, elle reste simplement une indication à titre d'exemple. Bien sûr, en cas de difficulté de respecter cette distance, le port du masque reste obligatoire, ce qu'on peut comprendre. Le deuxième axe de ce protocole, c'est la désignation d'un référent Covid dans les entreprises, quelle que soit leur taille. On nous a posé la question déjà, donc je préfère le préciser tout de suite, le référent Covid, c'est pas une obligation légale, hein, ça vient de ce protocole, donc c'est une recommandation, mais là on touche à la sécurité, donc par principe, on vous conseille de désigner ce référent Covid. Hein, son rôle, c'est avant tout d'identifier les mesures à mettre en place et leur suivi, et d'avoir un rôle d'information auprès du personnel. Donc c'est quelqu'un, à mon avis, qui peut avoir un rôle important dans cette période. Et puis enfin, le télétravail, qui jusqu'à présent était le principe, redevient l'exception. Il reste quand même un outil à privilégier, hein, dans le cadre dans l'esprit d'un retour progressif dans les locaux. Mais bien sûr, les personnes à risque qui présentent un risque de forme grave du Covid et qui n'auraient pas un certificat d'isolement doivent pouvoir continuer à télétravailler dans la mesure du possible. Et puis, au-delà de ces trois axes, le protocole rappelle les règles à suivre en cas de contamination ou en tout cas de symptômes qu'un de vos salariés présenterait. Et il va également préciser certaines consignes de prévention pour les risques de contamination manuportés. Hein, c'est l'exemple où plusieurs salariés seraient amenés à utiliser un même outil, à se le passer. Hein, voilà, c'est expliquer comment on peut prévenir les difficultés. Ce protocole, vous le retrouvez sur le site du travail du ministère du Travail. Et j'en ai terminé avec ce premier chapitre. Je vais aborder maintenant l'actualité de branche avec, en première partie, certains le savent déjà, un accord a été signé relatif au salaire. C'est un accord qui a été conclu fin mai, il a été déposé après le 15 juin, donc il est applicable depuis le 1er juillet. Cet accord contient deux grilles de salaire. Une première grille qui est applicable dès le 1er juillet, dès l'entrée en vigueur de l'accord, et qui a porté les rémunérations de 2018, hein, puisque je vous le rappelle, on n'avait pas d'accord depuis 2018, donc on est parti des montants minima de l'accord de 2018 pour les réévaluer et pour présenter cette grille. Donc, pour vous, concrètement, qui avez suivi la recommandation de juillet 2019, cette première grille a un impact que sur les coefficients de cadre supérieurs à 900. Tous les coefficients non cadres de 700 à 830 se retrouvent au niveau de la recommandation de juillet que vous devez appliquer donc depuis juillet 2019. Donc, pas de surenchère sur juillet, à part, bien sûr, les coefficients des cadres. Ça, c'est la première partie. On vous a mis en alerte que le coefficient 700 avait un salaire minimal de 1 539 €, alors que le SMIC, depuis janvier, a été porté à 1 539,42 €. Voilà, ça, c'est de la politique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour on va dire, raccrocher les wagons vulgairement et sans passer au-dessus du SMIC en attendant. Et puis, cet accord contient une deuxième grille, une réévaluation des montants qui sont prévus pour juillet 2020. Et cette grille-là, elle n'est pas pour l'instant applicable. Elle sera applicable lorsque l'accord du 28 mai sera étendu et applicable à toutes les entreprises. Pour ça, pour entrer en vigueur cette grille, il nous faut attendre donc l'arrêté d'extension, pardon, et la date de l'arrêté de l'extension, nous ne l'avons pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va prendre plusieurs mois, donc on sera en mesure de vous donner l'information d'ici quelques mois, pas avant la fin de l'année, voire le début de l'année 2021, hein, puisqu'il y a tout un process aussi de demande auprès du ministère du Travail, et puis la possibilité pour d'autres syndicats de
tenter des recours, il faut le savoir, je préfère vous le dire, c'est une possibilité, ce qui fait que l'entrée en vigueur de cette deuxième grille, de ce deuxième tableau, risque de prendre vraiment plusieurs mois. Voilà pour les montants que vous pouvez retrouver sur notre site, sans problème. Et puis un deuxième point d'information concernant l'accord indemnité de rupture. Donc là, vous pouvez le constater visuellement, la slide n'est pas très étoffée, mais il faut savoir quand même qu'un nouvel accord a été mis à la signature, a été proposé à la signature des syndicats le 2 juillet. Donc on est encore dans le délai de signature. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si des syndicats ont signé. C'est voilà, encore en discussion auprès de leur fédération. En cas d'accord, son entrée en vigueur de cet accord, en cas de signature, je vais y arriver, en cas de signature, cet accord entrera en vigueur qu'à l'extension et non pas lors du dépôt. Donc là aussi, on aura plusieurs mois pour revenir vers vous et vous expliquer concrètement ce qui devra être appliqué. En conséquence, ce qu'on peut constater, c'est que l'accord actuel de 2018 qui a été dénoncé va s'arrêter, ne sera plus applicable à partir du 27 juillet, enfin au-delà du 27 juillet 2020. Donc on aura un accord de branche qui va s'arrêter le 27 juillet 2020 au soir, et le 28 juillet, on n'aura pas encore de nouvel accord. La première question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Donc sans trahir la confidentialité de la négociation, on peut d'ores et déjà vous dire que cet accord ne revient pas sur le calcul qui avait été prévu pour les indemnités de licenciement des cadres, de licenciement des non-cadres. Il ne revient pas non plus sur l'indemnité de départ à la retraite des cadres, et encore moins sur l'indemnité de mise à la retraite. Tout au plus, on a reformulé les tranches, les calculs pour que ça soit plus simple, plus compréhensible, qu'il n'y ait pas d'interrogation sur les seuils d'ancienneté. Donc, vous l'avez compris, ce texte modifiera simplement l'indemnité de départ à la retraite des non-cadres. Ça a été l'objet des conflits, on va dire, il faut le dire, c'est vraiment un conflit. Et ce à quoi on peut s'attendre concrètement, c'est une indemnité de départ à la retraite des non-cadres qui va être calculée sur la base de l'indemnité de licenciement divisée par 2. L'ancienneté du salarié ne devrait être calculée que dans une certaine limite qui, à ma connaissance, est de 30 ans. Voilà. Donc l'IDR va changer une nouvelle fois pour les non-cadres et il faut s'attendre à ce que ça soit une IDR calculée à hauteur de 50% de l'indemnité de licenciement dans la limite de 30 ans d'ancienneté. Autre question que légitimement vous pouvez vous poser, c'est que se passe-t-il après le 27 juillet? Donc là, autant être clair, il n'y a aucun texte, c'est une situation inédite, donc même pas de jurisprudence. Pour le coup, donc, nous avons pris une position au niveau de la plasturgie qui, sous réserve malheureusement d'un conflit et donc d'une décision contraire des juges, va nous amener à vous conseiller d'appliquer l'accord de 2018 pour toutes les ruptures qui auraient été notifiées avant le 27 juillet au soir. Donc, toutes les mesures de licenciement que vous avez prises jusqu'au 27 juillet, toutes les demandes de départ en retraite que vous avez accueillies avant le 27 juillet, là, on va rester sur l'accord de 2018. Après, les notifications de licenciement ou les demandes de départ en retraite qui auront lieu à partir du 28 juillet, là, on va vous préconiser d'appliquer le régime légal. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il n'y a plus de texte conventionnel du tout. Et quand il n'y a pas de texte conventionnel, c'est la loi qui redevient la seule norme à appliquer. Alors attention,
ça peut créer quand même des conflits sociaux, hein, ça peut poser des questions parce qu'il y a un gap entre ce qui est prévu aujourd'hui et demain par l'accord de branche et ce qui est prévu par la loi. Donc, pour éviter des conflits, vous pouvez vous interroger sur une meilleure indemnisation. Donc, vous avez le choix. Voilà les solutions qui se posent, qu'on vous propose en tout cas, c'est soit d'appliquer les dispositions légales ou de les améliorer en ayant soit une décision unilatérale, soit un accord d'entreprise pour anticiper peut-être l'accord de branche qui est en cours de signature. Donc bien sûr, on va vous conseiller de l'anticiper s'il est signé, de ne pas partir sur un projet, ou de créer votre propre accord d'entreprise, puisque vous savez que par accord d'entreprise, on peut déroger aux accords de branche. Donc voilà les solutions qu'on vous propose à compter du 27 juillet. Je reviens. Voilà, après pour information, il faut savoir, ça peut être intéressant d'aller consulter le guide de pénibilité qui a été réalisé par les partenaires sociaux au niveau de la branche, donc avec le soutien notamment de l'État, mais c'est un guide des bonnes pratiques. Vous savez que sur la pénibilité, il peut y avoir des accords de branche, mais à la plasturgie, comme 99% des branches, dirais-je, n'a pas pu négocier sur ce thème-là, compte tenu notamment des spécificités de nos entreprises, de nos métiers. Donc, pas d'accord de branche, mais au moins un guide des bonnes pratiques pour que vous ayez une référence intéressante sur votre construction d'entreprise, de la prévention de la pénibilité. Voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite croix pour consulter ce guide qui, à mon avis, est assez bien fait. Et puis pour terminer, quelques infos brèves de la branche toujours. Vous le savez, vous avez certainement été sollicité ces derniers jours. L'enquête salaire qui est en cours, c'est une enquête comme chaque année qui porte sur les rémunérations de l'année précédente. Ce sont toujours des éléments intéressants quand même de comparaison. En complément bien sûr du bench qu'on est en train de diffuser et auquel vous pouvez toujours participer. Donc là, voilà, l'enquête salaire, c'est jusqu'au 20 juillet. Donc voilà, je vous invite à répondre, parce que tous ceux qui répondent auront les réponses. Et plus il y a de répondants, plus les réponses sont pertinentes. Voilà, et puis aussi une information sur une enquête qui a été menée par la fédération sur les situations des entreprises. Alors c'est un panel de 30 entreprises, mais sur leur situation au début du confinement et sur la reprise d'activité. Là aussi, ça peut vous donner un élément de comparaison et de solutions intéressantes. Après, d'un point de vue plus économique, il faut savoir aussi que le Panorama 2019, c'est une étude de la Fédé qui est faite avec les partenaires sociaux, qui est faite chaque année, a été diffusée dernièrement. Et puis pour les semaines, les mois à venir, il faut savoir que les partenaires sociaux au niveau de la Fédé ont validé l'idée d'un diag sur la situation de l'emploi des travailleurs handicapés dans la branche. Donc voilà, l'idée est là. Maintenant, il va falloir le mettre en œuvre. Vous serez certainement mis à contribution. Je ne sais pas s'il y aura un panel où toutes les entreprises seront sollicitées. Mais voilà, ça sera un prestataire qui mandaté par la GFIP qui sera amené à faire ce diag. Et puis enfin, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les négociations sur la formation ont été entamées il y a quelques mois, compte tenu de la réforme. Ces négociations n'ont pas pour l'instant abouti, elles continuent, donc on aura peut-être un texte à la rentrée. Voilà brièvement, mais sûrement, une présentation de l'actualité légale, réglementaire et de branche. Prochain rendez-vous en septembre. A priori, alors on vous tiendra au courant d'ici là, mais on devra avoir effectivement un webinaire sur le thème de l'absentéisme. Donc vous aurez bien évidemment les invitations en temps et en heure.
on va plus avancer sur ce sujet. Il est un peu vite. Tant pis. Voilà, en tout cas, on vous remercie de votre écoute. On vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. Passez des très bonnes vacances. Bonnes vacances et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.